Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour résoudre un exercice abordable dès la terminale et qu'on va résoudre ensemble. Je te laisse, si tu le souhaites, quelques instants pour y réfléchir. Alors, là où cet exercice peut paraître déboussolant à la sortie du lycée, c'est qu'il s'agit de résoudre une équation, ça, pas de problème, mais que l'inconnu est un triplet d'entiers naturels. Donc, on peut se demander par où commencer, comment faire, y a-t-il des recettes? Et une recette assez universelle, eh bien, c'est dans le doute de commencer par traiter un exemple. Puisqu'il est question d'un entier naturel n, on pourrait traiter les cas n égale 1, n égale 2, n égale 3 et voir ce qu'il se passe. Donc je vais traiter quelques exemples, essayer d'écrire des solutions, et on se retrouve pour commenter tout ça. Alors voilà, pour de petites valeurs de n, les solutions de l'équation. On en trouve une pour n égale 0, 3 pour n égale 1 et 6 pour n égale 2. Et là, il y a déjà une considération importante à avoir. Question de Jade. Comment pouvez-vous être sûr de ne pas avoir oublié de solution? Eh bien, on tient déjà là quelque chose d'important, parce que les solutions, j'essaye de les lister avec une procédure systématique. Donc l'idée générale, c'est que j'ai essayé d'affecter les n égale 2 unités à répartir selon x, y et z le plus à gauche. Donc on peut imaginer que plus la composante est à gauche, plus elle essaye de retenir les unités. Donc au départ 2, 0, 0, puis la composante de gauche est obligée de lâcher du lest à la composante de droite, puis c'est celle de droite qui va être obligée de lâcher du lest à celle qui est encore plus à sa droite, etc. Donc avec une procédure comme ça qui est de l'ordre de l'algorithme, je pourrais afficher ces solutions à l'écran par un programme informatique, je m'assure, disons, je mets toutes les chances de mon côté pour ne pas oublier de solution. Alors maintenant, que faire? Alors on peut observer qu'il y a une solution, puis 3, puis 6. Est-ce que ça inspire quelque chose? Question de Perceval. Ah, je crois que j'ai compris. Va-t-on procéder à un raisonnement par récurrence? Et c'est une idée intéressante, mais il nous manque quand même deux éléments, à mon sens, pour procéder à un raisonnement par récurrence. La première chose, déjà, ce serait une conjecture. Parce que sans conjecture, on aura du mal à établir la collection de propositions qu'il nous faut démontrer. Donc il faudrait déjà que 1, 3, 6 nous évoque une potentielle suite qui puisse se généraliser pour un nombre quelconque n. Et la deuxième chose, qui est aussi importante que la conjecture, finalement, c'est une perspective d'hérédité. Parce que on pourrait imaginer ne pas avoir de conjecture, mais être capable de passer du nombre de solutions de l'équation x plus y plus z égale n à la même équation pour n plus 1. Et ça nous donnerait une relation de récurrence entre les nombres de solutions, et peut-être qu'à partir de cette relation de récurrence, on pourrait faire une conjecture qu'on démontrerait justement dans un raisonnement par récurrence. Mais ici, dans un premier temps, je vais me dire que j'ai pas forcément ce lien entre les solutions de cette équation et les solutions de celle-ci. Parce qu'on pourrait se dire, par exemple, comment obtenir une somme qui vaut 3? Eh bien, je pourrais me dire, par exemple, que 0, 2, 0 donne naissance à 3 solutions de l'équation pour une valeur supérieure de n. Je pourrais ajouter une unité à la composante de gauche, je pourrais ajouter une unité à la composante du milieu, et je pourrais faire exactement la même chose avec la composante de droite. Sauf que le problème, c'est que si je fais ça pour chacune des 6 solutions de n égale 2, je vais trouver 18 solutions pour n égale 3. Et on peut voir par un exemple que ce n'est pas le cas. Et ça vient du fait, précisément, que certaines de ces solutions vont se retrouver par le mécanisme que je viens de décrire, qui consiste à ajouter une unité, soit à gauche, soit au milieu, soit à droite. Donc il va y avoir des redondances. Alors ça ne veut pas dire qu'une hérédité n'est pas possible, mais ça veut dire par exemple que si mon idée de récurrence, ça s'appuie sur le fait de se dire j'ai une solution, je peux récupérer à chaque fois 3 nouvelles solutions de l'équation suivante, eh bien il va falloir, si j'emploie cette voie-là, que je m'embarrasse des solutions que j'aurais comptées plusieurs fois, etc. Dans un premier temps, on va se dire que c'est pas ce qu'on cherche. On va essayer de faire plus simple. Question de Séraphin. Serait-il approprié de lister les solutions de l'équation pour n égale 17 afin de faire passer le temps en cours d'espagnol?
indice de Marcel. Tressaillez d'allégresse, l'équation est presque déjà résolue. Alors on se retrouve avec un indice de Marcel qu'il est très difficile d'exploiter, c'est un homme énigmatique, mais en y réfléchissant, on peut comprendre ce qui était dit. Parce qu'en fait, en listant les solutions ici, on peut constater quand même quelque chose, c'est que dès lors que les deux premières composantes du vecteur sont déterminées, eh bien la dernière l'est complètement, puisque la somme doit faire 2. Donc c'est pareil pour toutes les solutions. Dès lors que les deux composantes de gauche sont déterminées, celle de droite l'est aussi. Et donc, j'ai présenté la chose sous forme de liste, mais quelque chose de beaucoup plus parlant et quelque chose qui va beaucoup plus nous aider, c'est de présenter cette liste sous une forme arborescente. Donc je vais déployer cette arborescence et te montrer comment on peut envisager la chose sous un angle différent. Et voilà qui, je le pense, éclaire un peu les sibyllines paroles de Marcel. On se rend compte que x est choisi entre 0 et n, que en fonction du choix de x, il nous reste plus ou moins de choix pour y, et notamment que plus le x a été choisi grand, eh bien moins il reste de possibilités pour y, mais qu'ensuite, il n'y a plus le choix pour z. Donc, ça fait écho à l'approche gourmande que j'avais évoquée tout à l'heure, et ça nous donne aussi des perspectives de généralisation, puisqu'on comprend que pour résoudre l'équation x plus y plus z égale n, eh bien, on peut faire une disjonction de cas sur la valeur qui est prise par x, faire une nouvelle disjonction de cas pour comptabiliser les possibilités restantes pour y, et se dire que z, eh bien, lui, n'aura pas le choix, il sera uniquement déterminé par les choix de x et y. Je te laisse quelque temps, si tu le souhaites, pour essayer de formaliser ces idées-là. Alors voilà un petit préambule. J'ai tout simplement baptisé l'ensemble des solutions de l'équation pour une valeur de n donnée, et j'ai fixé ensuite une valeur de n quelconque. Maintenant, je vais écrire ce qu'on vient d'expliquer sur le choix de x, puis les possibilités restantes pour y, puis l'unique possibilité pour z. Je vais écrire quelque chose à propos de l'ensemble Sn. Et je vais m'arrêter là, en plein milieu. Donc, la première chose, avant de cette affaire de choix de x et de y, c'est de se dire la dernière composante est uniquement déterminée, c'est la différence de n et de la somme x plus y. Sauf que, on observe ici que je ne peux pas me contenter de dire x, y sont deux antinaturels quelconques, puisqu'il y a un argument ici qui est de dire que si je fais la somme de x et y que je dépasse strictement n, eh bien, je pourrais ajouter n'importe quel entier positif, je n'aurai jamais une somme qui vaut n. Et c'est la raison pour laquelle il apparaît cette dernière condition, que la somme doit être inférieure ou égale à n. Au pire, elle vaut n, et dans ce cas-là, z vaut 0. Et à partir de là, on se dit, comment faire pour obtenir des x et des y qui vérifient toutes ces conditions-là? Eh bien, c'est là qu'on peut procéder logiquement par une disjonction de cas. On peut se dire que le x va pouvoir être choisi entre 0 et n, et ensuite, il suffit de continuer à composer avec ceci en se disant que y doit être choisi plus petit que n-x. Donc on va avoir ici un y qui appartient à l'ensemble d'entiers compris entre 0 et n-x. Et là, on a formalisé cette idée qu'on avait obtenue tout à l'heure dans l'arbre. Maintenant, je vais continuer un peu et on commentera ensuite, et on se demandera aussi s'il manque des arguments à quelques endroits. Voilà donc, je vais m'arrêter là pour les opérations ensemblistes. Je parlais tout à l'heure de disjonction de cas, effectivement, c'est quelque chose qui est contenu dans cette écriture, mais qui apparaît beaucoup mieux lorsqu'on l'exprime avec une union. Et ce sera beaucoup plus facile pour compter en considérant une union d'ensemble disjoint. Alors, j'aimerais bien te la faire observer, cette union, parce que en début de première année d'études supérieures, c'est toujours assez âpre ce genre d'écriture, et quand on a quelque chose de concret auquel se rattacher, c'est quand même beaucoup mieux. Et en fait, c'est ce qui apparaît ici. Finalement,
les unions d'ensemble que je viens d'écrire, eh bien, il y aurait le singleton 2, 0, 0. C'est l'unique solution qui est issue de la branche qui commence par un x égale 2. Ensuite, il y aurait l'ensemble 1, 1, 0 et 1, 0, 1, qui sont les deux solutions issues de la branche où x égale 1. Et ensuite, il y aurait les trois nouvelles solutions qui seraient issues de la branche où x vaut 0. Donc, c'est important d'essayer de mettre en rapport cette représentation arborescente des choses qu'on a vue là et l'écriture qui est exactement la même qu'il y a ici. On voit les différentes possibilités pour x, on voit qu'il y en a potentiellement plusieurs pour y, et on voit même combien il y en a. Par exemple, pour x égale 2, il n'y a qu'une seule possibilité pour y, ce qui correspond exactement à l'unique branche qu'il y a dans ce cas-là. Et ensuite, le fait qu'il n'y ait aucune possibilité pour z, eh bien c'est traduit ici que z n'apparaît même pas dans l'écriture de l'ensemble, et qu'il est uniquement déterminé par la différence de n et de la somme de x et de y. Question d'Agathe. Est-il vraiment acceptable d'écrire des égalités entre ensembles sans les justifier? Eh bien, c'est là, en fait, qu'on introduit la notion de degré de détail dans la rédaction. Parce qu'on pourra me dire, dans une critique constructive, que je n'ai pas détaillé chacune des égalités que j'ai écrites ici. Alors, on va en détailler une pour l'exemple, pour expliquer comment on pourrait faire si on souhaitait donner plus de détails. Pour démontrer une égalité entre ensembles, le plus fiable, c'est de procéder par double inclusion. Donc, on va expliquer que on est dans cet ensemble. Si on est dans cet ensemble, alors on est dans celui-ci, et réciproquement. Comment fait-on? Ici, tout porte sur ce qu'il y a à droite de la barre verticale. Donc on se dit, considérons deux entiers naturels dont la somme est inférieure à n. Eh bien, il est aisé de voir que, alors, x est forcément compris entre 0 et n. C'est un entier naturel, et si on veut le sommer à un autre entier naturel et que ça ne doit pas excéder n, ça coince x entre 0 et n. Et à partir de là, dire que x plus y est plus petit que n, eh bien ça impose que y soit compris entre 0 et n-x. Donc si on est dans le premier ensemble, on voit qu'alors on est dans le deuxième. Et réciproquement, si on a pris la peine de choisir un x entre 0 et n, et qu'on choisit à la suite un y entre 0 et n-x, eh bien on constatera allègrement qu'on a bien là deux entiers naturels dont la somme est inférieure à n. Et donc c'est comme cela que j'argumenterai chacune des égalités ensemblistes que j'ai écrites. Alors à présent, eh bien, il ne reste plus qu'à dénombrer. Donc on a l'ensemble des solutions qu'on a écrit comme une union, et c'est une union disjointe, puisque soit x vaut 0, ça va générer des solutions, soit x vaut 1, et ça va engendrer une autre collection de solutions, et ainsi de suite. Alors parviens-tu à compter le nombre d'éléments dans l'ensemble qu'on vient d'écrire? Donc voilà le résultat de l'écriture de l'ensemble des solutions comme une union. On se dit que les ensembles ici, que j'ai écrits dans l'union, ils comptent tous n-x plus 1 élément. C'est le nombre de possibilités pour y. Et donc, on fait la somme des cardinaux de chacun des ensembles dans l'union. Et à partir de là, il ne reste plus qu'à terminer le calcul. Et voilà le travail. Donc, la première chose qu'on peut faire, déjà, c'est de vérifier que le résultat qu'on a obtenu dans la démonstration coïncide bien avec les exemples pour n égale 0, 1 et 2. Et on trouve bien, effectivement, 1, 3 et 6, qui sont les nombres de solutions qu'on avait trouvées. Mais on peut faire mieux que ça. Parce qu'on peut interpréter n plus 1, n plus 2 sur 2 comme la somme des termes d'une suite arithmétique. C'est la somme de k égale 1 à n plus 1 des k. Ce que je vais écrire ici avec des points de suspension, comme 1, plus 2, plus, etc., jusqu'à n plus 1. Et en fait, ce résultat, en plus de l'avoir démontré, on l'a déjà perçu avec la représentation arborescente de tout à l'heure. Et c'est ce que je vais esquisser là dans quelques instants pour comprendre encore mieux pourquoi on obtient ce résultat-là. Voilà, donc c'est pas très joli, mais je pense qu'on va comprendre. Le 1 qu'il y a ici, c'est l'unique solution
qui va émerger du choix de x égale n, puisque du coup, il n'y a plus le choix pour y. Le 2 qu'il y a juste ici, ce sont les deux solutions qui émergent du choix de x égale n-1 et du coup des deux possibilités pour y. Et je ne mentionne même pas z parce que, encore une fois, il vaut n-x moins y. Et ainsi de suite, jusqu'au choix de x égale 0, ce qui va laisser ici n plus 1 possibilités pour y, et chacune de ces possibilités x, y n'étant associée qu'à un seul choix de z. Et donc voilà comment on peut se rassurer finalement, et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en dénombrement, quand on obtient une solution qui est très simple et qu'on peut exprimer en plus comme une somme ou comme un coefficient binomial, on peut se demander souvent comment interpréter simplement les choses, et voici là un exemple d'une telle interprétation. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.